Il y a un moment dans la vie de chaque être humain où la certitude d'être une bonne personne est ébranlée. C'est à cet instant que le sol moral sous vos pieds devient des sables mouvants et que vous découvrez que la distance entre votre version la plus noble et votre côté le plus sombre n'est qu'un faux pas. Vous vous réveillez chaque matin, convaincu de votre bonté inhérente, mais la réalité est que vous portez en vous un potentiel dormant qui pourrait se réveiller dans les bonnes circonstances. Le confort de se croire immunisé contre le mal était l'une des illusions les plus dangereuses que vous puissiez entretenir. Vous vous voyez reflété dans de petits actes de gentillesse quotidiens. Rendre un portefeuille perdu, aider un homme âgé à traverser la rue, consacrer du temps à de nobles causes. Ces gestes renforcent le récit selon lequel vous êtes fondamentalement bon, créant une armure invisible d'estime de soi morale qui vous protège de la vérité inconfortable. Mais cette même armure peut devenir votre plus grande vulnérabilité lorsque vous êtes confronté à des situations qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Philippe Zimbardo, à travers son œuvre L'effet Lucifer, il nous confronte à une réalité dévastatrice. Le mal n'est pas une force extérieure qui envahit les personnes prédisposées. C'est une graine qui sommeille dans chaque cœur humain, attendant les conditions parfaites pour germer. Cette révélation ne doit pas vous paralyser d'horreur, mais éveiller en vous une vigilance sacrée sur vos propres actions et décisions. Prenons l'histoire d'Ivan Ship Frederick, un homme dont la biographie était indiscernable de celle de millions d'autres. Il a grandi au cœur de l'Amérique, jouant au baseball les après-midi ensoleillés, dégustant la tarte aux pommes de sa mère, embrassant les valeurs patriotiques avec l'innocence de quelqu'un qui n'a jamais remis en question la bonté fondamentale du monde. Son profil psychologique était impeccable, mentalement stable, sans antécédents de violence, avec un QI moyen et une moralité apparemment solide. Cependant, lorsqu'il a été affecté à Abu Ghraib, cette prison qui allait devenir un symbole de la dégradation humaine, Frédéric s'est transformé en quelque chose de méconnaissable. Ce qui était effrayant dans sa transformation, ce n'était pas sa vitesse, mais son naturel. Il n'y a pas eu de moment épique de conversion au mal. Il n'y a pas eu de tentation diabolique qui a corrompu son âme du jour au lendemain. C'était un processus graduel, presque imperceptible, où chaque petite transgression préparait le terrain pour la suivante. Les règles de la décence commencèrent à s'estomper jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Et Frédéric découvrit qu'il était capable d'actes qui auraient horrifié sa version précédente. Cette métamorphose révèle une vérité inconfortable sur la nature humaine. Votre personnage n'est pas un rocher immuable sculpté dans le marbre. C'est du sable constamment façonné par les vents des circonstances qui vous entourent. La personne que vous êtes avec vos amis proches diffère radicalement de la personne que vous devenez lors d'une réunion de travail formelle. Votre identité s'adapte, se contracte et s'élargit en fonction du contexte, comme un organisme vivant qui répond à son environnement. Cette plasticité de la personnalité devient évidente lorsque vous analysez la célèbre expérience de Milgram, l'une des études les plus troublantes sur l'obéissance humaine. Imaginez un instant que vous êtes sélectionné comme participant. On vous attribue le rôle d'enseignant et votre tâche semble simple. Poser des questions à un élève et appliquer des chocs électriques chaque fois qu'il répond incorrectement. Les chocs commencent par être légers, presque imperceptibles, mais augmentent progressivement jusqu'à des niveaux potentiellement mortels. L'étudiant, séparé de vous par un mur, commence à protester. Leurs cris deviennent plus désespérés à chaque décharge. Ils vous supplient d'arrêter, mentionnent des problèmes cardiaques, finit par se taire. Chaque fibre de votre être vous crie d'arrêter, que c'est mal, que vous blessez un autre être humain. Mais une figure d'autorité, vêtue d'une blouse blanche représentant la légitimité scientifique,
vous ordonne de continuer d'une voix calme, mais ferme. La chose la plus effrayante à propos de l'expérience n'est pas que certains participants ont survécu à la fin, mais qu'un pourcentage écrasant de 65% l'a fait. Ce n'étaient en tout pas des gens sadiques ou psychopathes, c'étaient des individus ordinaires, comme vous, qui, sous la pression de l'autorité et de la structure de l'expérience, ont cédé leur boussole morale à une voix extérieure. Ils sont devenus des instruments de souffrance, non pas à cause du mal inhérent, mais à cause de l'incapacité de résister aux forces de la situation autour d'eux. Zimbardo a poussé cette compréhension un peu plus loin avec sa tristement célèbre expérience de la prison de Stanford. 24 étudiants, tous mentalement stables et sans antécédents de problèmes psychologiques, ont été répartis au hasard, en gardiens et prisonniers, à l'intérieur d'une prison fictive. Les gardes ont reçu des uniformes, des matraques et des lunettes noires qui cachaient leurs yeux, les dépouillant de leur humanité visible. Les prisonniers ont été déshabillés, aseptisés et réduits à l'état de numéros, perdant ainsi leur identité individuelle. Ce qui a commencé comme une expérience académique s'est transformé en un cauchemar psychologique en quelques jours. Les gardes, de jeunes hommes qui, quelques jours auparavant, étudiaient pour leurs examens universitaires, ont commencé à exercer leur pouvoir avec une cruauté glaçante. Ils forçaient les prisonniers à accomplir des actes dégradants, les enfermaient dans des espaces minuscules en guise de punition et développaient des méthodes d'humiliation qui découlaient spontanément de leur nouvelle identité de figure d'autorité. L'un des gardes, connu sous le nom de John Wayne, avait été connu pour sa créativité dans la cruauté. Il n'était pas une personne intrinsèquement mauvaise. Il avait simplement trouvé dans son rôle l'expression d'impulsion qu'il n'avait jamais reconnue en lui-même. L'expérience a dû être suspendue après seulement 6 jours, lorsque Zimbardo s'est rendu compte qu'il avait perdu le contrôle de la situation qu'il avait créée. Cette transformation révèle l'un des mécanismes les plus dangereux de la corruption morale, l'obéissance à l'autorité. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à respecter et à obéir aux figures d'autorité, parents, enseignants, patrons, institutions. Cette obéissance a un but évolutif et social, permettant la coopération et l'ordre dans des sociétés complexes. Cependant, lorsque cette tendance n'est pas équilibrée par la pensée critique, elle peut devenir un canal direct vers la participation à des actes odieux. La tragédie de Johnstown illustre ce danger de manière dévastatrice. Jim Jones a commencé comme un prédicateur charismatique qui cherchait sincèrement à créer une communauté utopique basée sur l'égalité raciale et la justice sociale. Ses premiers adeptes étaient attirés par de nobles idéaux et la promesse d'un monde meilleur. Peu à peu, cependant, Jones consolida son autorité en une figure messianique dont la parole était une loi incontestée. La transformation n'a pas été soudaine. Jones introduisit peu à peu des éléments de contrôle. Il isola ses disciples de leur famille, créa une dépendance économique et affective vis-à-vis de la communauté et établit un système où remettre en question son autorité équivalait à trahir toute la famille spirituelle. Lorsqu'il ordonna finalement le suicide collectif, le présentant comme un acte révolutionnaire de protestation, plus de 900 personnes obéirent, dont plus de 300 enfants. Ces individus n'étaient pas des fanatiques aveugles dès le départ. C'étaient des gens qui cherchaient un but, une communauté et un sens à leur vie. Son obéissance à Jones s'est développée progressivement, pas à pas, décision après décision, jusqu'à ce que sa capacité de résistance soit complètement érodée. C'est un rappel sobre de la façon dont une autorité incontestée peut conduire même les personnes les mieux intentionnées dans l'abîme. Mais l'obéissance à l'autorité n'est qu'un des mécanismes qui facilitent la transformation morale. Tout aussi dangereuse est la perte de responsabilité personnelle, un phénomène connu sous le nom de désindividuation. Lorsque vous sentez que vos actions ne peuvent pas être retracées jusqu'à vous, lorsque vous faites partie d'une foule anonyme,
ou que vous suivez les ordres d'une autorité supérieure, le fardeau de la responsabilité morale est dilué au point de presque disparaître. Dans l'expérience de Milgram, de nombreux participants ont trouvé du réconfort dans la déclaration du chercheur, selon laquelle il assumerait l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Ce transfert de responsabilité libérait les participants du fardeau moral de leurs actes, leur permettant de poursuivre la tâche, même lorsque leur conscience protestait violemment. Ils sont devenus de simples instruments, des extensions de la volonté d'un autre, et dans ce rôle, ils ont trouvé une étrange paix. Ce mécanisme explique pourquoi les gens peuvent agir complètement différemment lorsqu'ils sont dans des foules, lorsqu'ils portent des uniformes ou lorsqu'ils opèrent sous des pseudonymes dans le monde numérique. L'anonymat ne cache pas seulement l'identité, il libère les inhibitions morales qui guident normalement le comportement. Zimbardo l'a démontré en laissant une voiture abandonnée dans 2 endroits différents, l'un dans le Bronx, où l'anonymat urbain permettait aux gens d'agir sans conséquences sociales, et l'autre à Palo Alto, une communauté où les gens se connaissaient. La voiture du Bronx a été complètement détruite et pillée en quelques heures, tandis que celle de Palo Alto est restée intacte. La différence n'était pas inhérente aux gens de chaque lieu, mais à la structure sociale, qui rendait les individus responsables ou non de leurs actes devant leur communauté. Cette leçon a de profondes implications à l'ère numérique, où des millions de personnes interagissent derrière des écrans et des pseudonymes. La facilité avec laquelle des individus apparemment normaux peuvent se livrer à la cyberintimidation, répandre la haine ou attaquer d'autres personnes en ligne reflète cette même dynamique. La personne qui ne serait jamais impolie en face à face peut devenir un troll impitoyable lorsqu'elle se sent protégée par l'anonymat numérique. Mais peut-être que le mécanisme le plus insidieux pour faciliter le mal est de la déshumanisation. Pour qu'une personne puisse commettre des atrocités contre une autre, elle doit d'abord cesser de les voir comme pleinement humaines. Ce processus psychologique a facilité certaines des pires horreurs de l'histoire de l'humanité, du génocide à l'esclavage, des expériences médicales à la torture systématique. Albert Bandura a mené une expérience révélatrice à Stanford, où les étudiants devaient superviser et punir un autre groupe en fonction de leur performance. La variable cruciale était la façon dont le groupe qui serait puni était décrit. Lorsque les étudiants ont écouté des conversations où l'autre groupe était décrit comme des animaux et des sauvages, les punitions qu'ils infligeaient étaient nettement plus sévères que lorsque le même groupe était décrit comme attentionné et compréhensif. Cette simple manipulation du langage a suffi à modifier fondamentalement la façon dont les participants percevaient leurs victimes et par conséquent la façon dont ils les traitaient. Une fois qu'une personne est catégorisée comme moins qu'humaine, l'empathie naturelle s'estompe et les freins moraux sont relâchés. Ce mécanisme a fonctionné lors du massacre de Nankin, où les soldats japonais, après avoir été conditionnés à considérer les civils chinois comme des sous-hommes, ont déchaîné une brutalité qui aurait été inconcevable envers des personnes qu'ils reconnaissaient comme des égaux. La même logique sous-tendait l'Holocauste, l'esclavage en Amérique et d'innombrables autres horreurs historiques. Vous n'avez pas besoin de regarder en arrière pour trouver des exemples de déshumanisation. Dans le discours politique contemporain, sur les réseaux sociaux, dans les conflits sociaux, il est fréquent d'entendre des groupes de personnes être réduits à des étiquettes péjoratives. Animaux, parasites et racailles. Chacune de ces étiquettes est un pas vers l'érosion de l'empathie, une invitation à traiter les autres avec moins de compassion et de respect. Le langage lui-même devient une arme lorsqu'il est utilisé pour déguiser des atrocités derrière des euphémismes. La torture devient un interrogatoire renforcé. Le génocide devient un nettoyage ethnique. L'invasion devient une opération de paix. Ce langage poli crée une distance psychologique
entre l'acteur et la réalité de ses actes, permettant même aux actes les plus flagrants d'être rationalisés comme nécessaires ou justes. Les soldats d'Abu Ghraib ne se considéraient, n'est-ce pas, comme des tortionnaires, mais comme des patriotes remplissant un devoir dans la guerre contre le terrorisme. Le discours idéologique qui a entouré leurs actions a transformé la torture en une nécessité stratégique et l'abus en un outil de renseignement. Cette recontextualisation leur a permis de maintenir une image positive d'eux-mêmes, même s'ils se sont livrés à des actes qui violaient toutes les normes de la décence humaine. Pourtant, au milieu de cette exploration des mécanismes du mal, une vérité tout aussi puissante émerge, la capacité humaine d'endurance et d'héroïsme. De même que chaque personne porte en elle le potentiel du mal, elle possède aussi la capacité d'accomplir des actes extraordinaires de bonté et de courage. La différence réside dans les choix qu'il fait, à chaque instant, jour après jour. Dans l'expérience de Milgram, bien que la plupart des participants se soient conformés jusqu'à la fin, certains ont refusé de continuer. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient moralement supérieurs par nature, mais parce qu'au moment crucial, ils ont décidé d'assumer personnellement la responsabilité de leurs actes. Ils ont choisi d'écouter leur conscience plutôt que l'autorité extérieure, quelles qu'en soient les conséquences. Cette résistance n'a pas besoin de super-pouvoirs ou de force morale extraordinaire. Cela nécessite quelque chose de beaucoup plus simple, mais infiniment plus précieux, la volonté de dire non lorsque tout le système fait pression sur vous pour que vous disiez oui. C'est la décision de maintenir votre humanité, même lorsque le monde qui vous entoure semble avoir perdu la sienne. L'héroïsme quotidien se manifeste par des actes qui peuvent sembler anodins, mais qui ont des conséquences monumentales. Wesley Autry, connu sous le nom de héros du métro de New York, l'a démontré lorsqu'un inconnu a subi une crise d'épilepsie et est tombé sur les voies ferrées. Alors que d'autres regardaient sous le choc, Autry a sauté sur les rails, a pressé l'homme dans l'espace entre les rails et a couvert son corps avec le sien lorsque le train est passé au-dessus d'eux deux. Ce n'était pas un moment de bravoure surhumaine, mais une décision instantanée de placer le bien-être d'autrui au-dessus de sa propre sécurité. Dans ces secondes cruciales, Autry a choisi l'action plutôt que la passivité, le risque plutôt que la sécurité, l'humanité plutôt que l'autopréservation. Ce choix a fait de lui un héros, non pas parce qu'il était différent des autres êtres humains, mais parce qu'il a agi selon le meilleur de la nature humaine. L'héroïsme est accessible à tout le monde et à tout moment. Il n'a pas besoin d'une crise épique ou d'un public qui applaudit. Elle se manifeste chaque fois que vous choisissez de défendre ce qui est juste. Quand il est plus facile de garder le silence, chaque fois que vous remettez en question l'autorité, quand tout le monde obéit aveuglément, chaque fois que vous voyez de l'humanité chez quelqu'un qui a été déshumanisé par les autres. Cette capacité à choisir entre le bien et le mal, entre la conformité et la résistance, entre la passivité et l'action héroïque, est ce qui donne un sens à chaque instant de votre vie. Vous n'êtes pas simplement un produit de vos circonstances ou un instrument de force plus grande que vous-même. Vous êtes un agent moral capable d'influencer le cours des événements par vos décisions. La vigilance morale n'est pas de la paranoïa, c'est la responsabilité. Connaître votre capacité à faire le mal ne doit pas vous conduire au désespoir, mais à une détermination renouvelée à choisir consciemment le bien. Chaque petite décision éthique que vous prenez renforce votre résilience face aux défis moraux futurs. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'opportunité, la compassion plutôt que la cruauté, la responsabilité plutôt que l'obéissance aveugle, vous construisez le caractère qui vous définira aux moments les plus cruciaux. La reconnaissance de votre dualité morale n'est pas un fardeau, mais une libération.
Il vous libère de l'illusion dangereuse d'être immunisé contre le mal et vous donne la conscience nécessaire pour choisir activement le bien. Cela fait de vous le protagoniste de votre propre histoire morale, plutôt qu'un personnage secondaire, emporté par les courants des circonstances, dans un monde où les frontières entre le bien et le mal sont constamment floues, où les forces sociales conspirent pour éroder la responsabilité individuelle, où l'autorité incontestée peut conduire à des atrocités. Votre conscience morale devient un phare qui peut non seulement guider vos propres actions, mais aussi inspirer les autres à résister à la tentation du mal. La question qui définit votre caractère n'est pas de savoir si vous êtes capable de faire le mal. Cette capacité existe en chaque être humain. Mais ce que vous choisissez de faire avec cette capacité, le nourrirez-vous par la rationalisation et l'obéissance aveugle, ou l'affronterez-vous par une vigilance morale et un choix conscient? Laisserez-vous les circonstances dicter qui vous êtes, ou prendrez-vous les rênes de votre propre destin moral? En fin de compte, l'histoire de votre vie sera écrite non pas par les situations auxquelles vous avez été confrontés, mais par les décisions que vous avez prises en réponse à celles-ci. À chaque instant de choix moral, vous avez la possibilité de réaffirmer votre humanité ou de la laisser s'éroder. La responsabilité vous appartient, le pouvoir vous appartient et le choix vous appartient toujours. Cette compréhension ne doit pas vous submerger, mais vous donner du pouvoir. Parce qu'en reconnaissant votre capacité à la fois pour le bien et le mal, vous acquérez l'outil le plus puissant pour naviguer dans la complexité morale de l'existence humaine, la conscience. Et avec cette prise de conscience vient la responsabilité sacrée de choisir, moment par instant, quel genre de personne et quel genre de monde vous voulez créer. Le mal n'est pas une force extérieure qui envahit les faibles, c'est une possibilité qui sommeille dans chaque cœur. Mais il est tout aussi vrai que le bien, l'héroïsme et la compassion y résident également, attendant d'être réveillés par votre choix conscient. La différence entre devenir un monstre ou un héros ne réside pas dans votre nature, mais dans vos décisions, non pas dans vos circonstances, mais dans votre réponse à celles-ci. Que cette compréhension vous guide vers la vigilance, vers la responsabilité, vers le choix conscient du bien, à chaque instant que la vie vous offre l'occasion de choisir. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous capables à la fois des ténèbres les plus profondes et de la lumière la plus brillante. Et l'histoire que nous écrirons dépendra entièrement de laquelle de ces forces nous choisissons de nourrir par nos actions quotidiennes. Il y a une dimension supplémentaire à cette exploration du potentiel humain qui mérite notre attention, le rôle du contexte social dans l'amplification ou l'atténuation de nos impulsions les plus sombres. Les sociétés, en tant qu'organismes complexes, peuvent créer des écosystèmes qui nourrissent le bien ou fertilisent le sol pour le mal. Lorsqu'une culture normalise la violence, lorsque les institutions récompensent la cruauté, lorsque les médias déshumanisent systématiquement certains groupes, un champ gravitationnel moral est généré qui attire même les personnes les mieux intentionnées dans des comportements qu'elles n'auraient jamais envisagés dans d'autres circonstances. La propagande nazie n'a pas été efficace parce que les Allemands étaient intrinsèquement mauvais, mais parce qu'elle a créé un environnement culturel où la cruauté envers les Juifs était présentée comme une vertu patriotique. Le génocide rwandais n'a pas eu lieu parce que les Hutus étaient naturellement des meurtriers, mais parce que des mois de propagande radiophonique ont transformé les Tutsis en cafards dans la perception collective. Dans les deux cas, des sociétés entières sont devenues des machines du mal, parce que les structures sociales, les récits culturels et les systèmes de récompense se sont alignés pour rendre la cruauté non seulement acceptable, mais moralement impérative. Cette compréhension place sur nos épaules une responsabilité qui transcende les décisions individuelles. Nous ne sommes pas seulement responsables de nos propres choix moraux, mais aussi de participer à la création de contextes sociaux
qui facilitent ou entravent l'émergence du mal. Chaque fois que vous normalisez un discours déshumanisant, chaque fois que vous restez silencieux face à l'injustice, chaque fois que vous privilégiez l'opportunisme à la vérité, vous contribuez à la construction d'un environnement qui peut corrompre non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Mais c'est aussi là que réside une opportunité extraordinaire. Si les contextes sociaux peuvent incliner les gens vers le mal, ils peuvent aussi être conçus pour encourager le bien. Les communautés qui célèbrent l'honnêteté, qui récompensent la compassion, qui créent des systèmes de responsabilité mutuelle, génèrent une pression sociale positive qui facilite le choix du bien. Même en période de tentation, le concept de contagion morale fonctionne dans les deux sens. Tout comme la cruauté peut se propager comme un virus dans une population, la gentillesse peut aussi être contagieuse. Un acte de courage moral peut inspirer les autres à agir avec la même intégrité, créant des ondes de choc de comportement éthique qui, transcendant les frontières individuelles, considérez comment les mouvements de résistance non violente ont transformé des sociétés entières, précisément en tirant parti de cette dynamique. Gandhi en Inde, Martin Luther King Jr. aux États-Unis, Nelson Mandela en Afrique du Sud n'ont pas changé le monde à eux seuls. Ils ont créé des contextes moraux où la résistance pacifique est devenue contagieuse, où la dignité sous pression est devenue un modèle, où le courage moral de certains a inspiré des millions de personnes à trouver leur propre capacité héroïque. Votre rôle dans cette dynamique sociale est plus puissant que vous ne l'imaginez. Chaque décision éthique que vous prenez en public, chaque fois que vous prenez la défense de quelqu'un qui est injustement attaqué, chaque moment où vous choisissez la vérité plutôt que la popularité, vous contribuez à la création d'un champ moral qui peut influencer les décisions des autres. Vous faites partie de l'infrastructure éthique de votre communauté, en aidant à construire les contextes qui rendront de plus probable que d'autres choisissent également le bien lorsque le moment de l'épreuve viendra. Cette perspective transforme la responsabilité morale d'un fardeau individuel en une opportunité collective. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte contre les forces qui tentent de vous corrompre. Vous faites partie d'un réseau invisible de personnes qui, comme vous, ont décidé d'être les gardiens de la lumière dans un monde qui semble souvent penché vers l'obscurité. Votre résistance renforce la résistance des autres et la leur renforce la vôtre, créant un réseau de soutien moral qui peut vous soutenir même dans les moments les plus difficiles.